Bienvenue sur l'Hebdo Geek les potes pour le premier numéro de cette revue hebdomadaire de l'actualité, de la culture geek, des films, des séries, du comics, du super-héros, de la science-fiction, tout ce que vous voulez. On essaiera de traiter un maximum de choses dans cette revue, ce podcast hebdomadaire. Et j'espère que ça vous plaira à tous. Je sélectionne avec soin les sujets. Et on va attaquer du coup cette revue avec un premier gros sujet. Je démarre par le gros d'entrée de jeu. Ça va être Threads, la nouvelle application de Meta. On va parler de ça tout de suite. Pourquoi ? Parce que cette semaine, Meta a lancé sa nouvelle application Threads. Donc jeudi dernier, le 6 juillet, c'est à ce moment-là que l'application est sortie. On a une nouvelle application du coup qui est un copycat de Twitter complet. C'est un vrai copycat de Twitter. Les mêmes fonctionnalités, ou presque en tout cas, avec les mêmes possibilités. C'est le même cœur, c'est la même chose. Voilà, c'est des discussions. On va poster plutôt que tweeter, du coup. On reparlera du vocabulaire. Et donc, c'est sorti ce 6 juillet. Un peu dans la précipitation, puisque on a ouï dire que l'application a un peu d'avance. Elle n'était pas censée sortir à ce moment-là. Mais comme on peut compter sur monsieur Elon Musk pour mettre un peu le bazar chez Twitter, du coup on en est venu du côté de chez Meta à se dire allez on y va, c'est le moment. Donc l'application a été lancée le jeudi 6. Pas mal de gens se posent des questions puisqu'il y a pas mal de choses comme la non-disponibilité en Europe de l'application. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour autant, sachez que c'est un succès pour Meta puisque en 48 heures, l'application a récupéré 70 millions d'utilisateurs. Vous avez bien entendu, 70 millions d'utilisateurs en 2 jours. C'est un chiffre fou, tout en sachant que l'application n'est pas disponible en Europe. Donc c'est encore plus fort. Et donc l'application pas disponible en Europe, pourquoi ? Pour cause de RGPD. Si vous ne connaissez pas la RGPD, qu'est-ce que c'est ? C'est le règlement général sur la protection des données. C'est ce qui permet de protéger vos données privées, vos données personnelles sur des applications, sur des sites web, sur le web de manière générale. Et la RGPD du coup n'a pas été totalement respectée du côté de Meta. Ce n'est pas la première fois bien entendu. Ça n'a pas été respecté sur l'application Threads en l'occurrence. On ne sait pas exactement pourquoi, on n'a pas véritablement l'info. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le régulateur irlandais qui est là pour gérer ce cas n'a pas validé la conformité de l'application en elle-même. Ça n'empêche pas de la déployer, donc ça veut dire que Meta demain pourrait balancer son application sur le store, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre derrière il faudrait qu'ils en paient les conséquences sûrement, parce qu'ils prendraient à mon avis quelques amendes. Mais globalement, voilà, il y a des choses qui ne passent pas du côté du régulateur irlandais en termes de RGPD. Qu'est-ce que ça peut être comme point ? Ça peut être des choses relativement simples, en tout cas ce qui peut paraître relativement simple aux yeux du public. Par exemple, la suppression d'un compte. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de supprimer un compte sur Threads. Si vous voulez supprimer votre compte, vous supprimez votre compte Instagram. Et oui, pourquoi ? Parce que Threads est lié à Instagram. Quand vous créez un compte Threads, en fin de compte, vous vous connectez avec votre compte Instagram. Vous ne pouvez pas le faire sans. Et la seule manière aujourd'hui de pouvoir supprimer son compte, c'est en supprimant son compte Instagram. Quelque chose d'assez malin du côté de chez Meta. On essaye de faire en sorte que les utilisateurs ne partent pas de la plateforme et de cumuler des utilisateurs et un peu de les obliger à rester actifs sur la plateforme. C'est un des premiers points. Dans la RGPD, voilà, il est important qu'un utilisateur puisse supprimer son compte de manière relativement facile, sans avoir à envoyer des mails ou des courriers recommandés pour demander la suppression des bases de données. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc c'est un premier point. Le deuxième, c'est le transfert des données Europe vers US. C'est quelque chose qui est interdit. Le problème, c'est que c'est récurrent chez Meta. C'est quelque chose de récurrent puisqu'ils se sont déjà fait amender de 1,2 milliard en mai dernier. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont pris une amende de 1,2 milliard en mai dernier. Pour des transferts des données personnelles de l'Europe vers les États-Unis, chose qui est interdite. Il pourrait aussi y avoir une autre chose, ça serait l'usage des données à des fins publicitaires, puisque c'est pas autorisé par la RGPD, et a priori Meta se priverait pas pour le faire, bien entendu. Ça fait plusieurs points qui laissent à penser que l'application ne respecte pas totalement la vie privée des utilisateurs, et donc
ne rend pas l'application disponible du coup en Europe pour les utilisateurs européens. Comme je le disais en préambule, ça n'empêche pas d'avoir 70 millions d'utilisateurs en 48 heures, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Européens ont quand même trouvé le moyen, parce que c'est pas totalement bloqué finalement, de pouvoir télécharger l'application. Moi-même, j'ai pu télécharger l'application. Il y a des techniques relativement simples. Sur Android, vous avez juste à télécharger une APK, le fichier applicatif du coup de l'application en lui-même. Ça se trouve sur divers sites. Attention quand même, vous le prenez parce que ça peut vachement être vérolé quand même. Mais vous pouvez trouver un fichier APK que vous installez sur votre mobile Android et vous avez accès à l'application, vous vous connectez et c'est OK, il n'y a pas de problème. Et sur iPhone, la méthode est un peu plus délicate. Notamment, il faudrait avoir un compte Apple américain, chose qui est relativement facile. Vous créez un compte Apple ID, puis vous vous mettez aux États-Unis, puis c'est OK. Je sais, je l'ai fait. Donc voilà, du coup... les Européens peuvent quand même tricher, ce qui peut expliquer le pic de 70 millions d'utilisateurs en 48 heures, ce qui peut expliquer qu'on retrouve beaucoup de Français du coup sur l'application d'ores et déjà. Mais qu'est-ce qui se passe pour les Français ou les Européens de manière générale qui s'inscrivent sur l'application alors qu'elle n'est pas disponible en Europe ? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien écoutez, sachez que si vous téléchargez l'application Threads aujourd'hui de manière à tricher, on va dire, vous vous soumettez aux lois américaines et non pas aux lois européennes. C'est important de le savoir. C'est-à-dire que vos données ne peuvent pas être protégées, du coup elles ne le sont pas de toute façon puisque l'application n'est pas conforme. Mais vous ne pourrez pas attaquer Threads d'utiliser vos données personnelles, ok, à leur propre fin. Dans le cadre où vous auriez envie de vous retourner contre elle. Vous respectez les lois américaines et pas les lois françaises, ok ? Donc, c'est la première chose à savoir. Néanmoins, il existe quand même, attention, les Américains sont fous, mais pas totalement non plus. Il existe quand même des règles de protection des données personnelles aux États-Unis, comme la CCPA, la California Consumer Privacy Act. Joli, parce que là, je ne peux pas vous le sortir comme ça. C'est aujourd'hui des règles de protection de données qui sont mises en place aux États-Unis, qui offrent une protection inférieure à la RGPD, bien sûr, mais qui est quand même là pour protéger un minimum les utilisateurs. Donc, c'est pas rien. Bon, on prend quand même. Mais sachez qu'en tout cas, vous ne pourrez pas vous retourner contre Threads si jamais on utilise vos données personnelles. Si aujourd'hui vous utilisez Threads de manière un peu illégale, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas question de légalité ici, et vous encourez du coup rien du tout, si ce n'est que vos données personnelles soient utilisées à des fins que les Européens ont envie de protéger, notamment via la RGPD. Voilà. C'est un bon préambule sur la RGPD, il faut le savoir, sur les règles et sur pourquoi l'application n'est pas disponible en Europe. Il est important de bien être conscient de ça. C'est-à-dire que moi, le premier, je suis sur Threads, je suis le premier à faire la bataille avec Facebook et donc Meta et compagnie. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un peu ce qui se fait parce que quelque part je travaille un peu dans le métier aussi, donc du coup je suis obligé de me tenir au courant. J'étais aussi curieux, attention, comme tout le monde, bien entendu. Quand on crée du contenu, on a envie aussi d'aller voir une nouvelle plateforme sociale, savoir s'il y a quelque chose à y faire ou pas. Je vais un peu vous donner mon avis d'ailleurs sur le sujet après, je pense. Mais globalement en tout cas, je le fais en connaissant les risques, en sachant que tout ce que je vais transmettre est déjà finalement est perdu quelque part. Une autre petite chose qu'on peut dire quand même, on peut quand même mesurer certaines choses, c'est que Threads est lié à Instagram, c'est-à-dire que vous vous connectez avec votre compte Instagram, ok ? Instagram aujourd'hui, en théorie, respecte la RGPD, ok ? Donc on peut quand même en venir à penser que si Instagram respecte la RGPD, Threads doit pas non plus avoir énormément de choses, doit pas y avoir énormément de boulets concernant les règles des données personnelles, puisqu'ils utilisent vraiment le même cœur. Il y a des petites choses qu'on peut retrouver sur Threads qu'on a sur Instagram. Je crois que la gestion des photos, c'est exactement la même que sur Instagram. Donc vous avez pas, je parle pas de la galerie, je parle juste de l'affichage d'une photo et le je vais pas y arriver, et l'interaction avec cette photo, voilà. Donc voilà, c'est le cœur d'Instagram au final qui se retrouve dans Threads, donc on peut quand même
venir à penser que tout n'est pas si mauvais, mais quand même, faites attention quand vous allez sur une application comme Threads aujourd'hui. Quand est-ce que l'application sera disponible officiellement en Europe ? On n'a aucune info sur le sujet. Pourquoi ? Parce que la plateforme s'est lancée avec une semaine d'avance. Il faut le savoir. Une semaine d'avance pour la plateforme, puisqu'ils ont voulu profiter absolument de l'élan d'Elon Musk à venir un petit peu casser son petit joujou. Je parle donc de Twitter, l'oiseau bleu. Puisque Elon Musk, en début de semaine, est venu mettre des limitations, des quotas de lecture aux utilisateurs, même aux utilisateurs payants, hein, des quotas qui étaient ridicules. On parlait de 600 tweets lus sur le principe, contre 1000 pour les Twitter Blue et 300 pour les gens qui n'étaient pas vérifiés, qui étaient des nouveaux utilisateurs de Twitter. Je peux vous dire que 600 tweets, ce n'est rien du tout, sachant qu'en plus, on peut quand même se douter que les tweets sponsorisés que vous voyez, tous les 3 tweets sortis, ils comptaient là-dedans, hein, forcément. Vous ne croyez pas qu'ils allaient faire le tri sur les sponsorisés, ça ne rentre pas dans le compte, bien sûr que oui. Donc voilà, c'était une belle catastrophe ce que nous a fait Elon Musk en début de semaine, soi-disant pour prévenir du coup le scrapping de Twitter, le scrapping, hein, les robots qui viennent avaler toutes les données qu'ils peuvent trouver sur l'application, toutes les informations qu'ils peuvent récolter en ce sens. Voilà, donc de ce fait, Meta a décidé de lancer Threads un peu en avance, en se disant, du coup, on y va, c'est parti, on lance, c'est le moment, on va profiter de cet orage pour pouvoir se glisser là-dedans et essayer du coup d'attirer quelques utilisateurs qui en ont marre de Twitter. Et c'était peut-être la meilleure décision qu'ils avaient à faire, puisque je vous le rappelle, 70 millions d'utilisateurs en 48 heures, c'est colossal. C'est colossal. J'ai vu passer, alors j'ai pas réussi à retrouver l'infographie. J'ai vu passer une infographie qui montrait le temps, et c'était pas 70 millions, ça devait être sur 10 millions d'utilisateurs, différents services comme ça, qui ont atteint les utilisateurs en plusieurs semaines, plusieurs mois, années. Ok, je crois que les 10 millions pour Netflix, ça a pris 2 ans et demi, un truc du genre. Pour vous faire un peu voilà, un prorata, vous allez voir. Les 10 millions, là, ils ont été atteints en quelques heures seulement. 2 heures, je crois. C'est colossal. Voilà. Donc, c'est la meilleure idée de Threads de lancer un peu l'application, du coup, en avance. Mais, il y a un mais. Quand on lance un truc en avance comme ça, on est obligé de lancer quelque chose de stable. Donc, toutes les fonctionnalités qui sont en développement, on ne va pas les mettre. Donc, il y a des petites choses qui ont sûrement été enlevées, à mon avis, qui n'était pas terminé. Il y avait sûrement une petite application bêta qui tournait, mais comme celle qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent clairement sur l'application aujourd'hui. Et Adam Mosseri, du coup, le dirigeant d'Instagram, donc il s'occupe d'Instagram, pas de Threads, mais bon, comme je vous ai dit, Instagram et Threads sont liés. Adam Mosseri, qui a répondu à de nombreuses questions, notamment sur Twitter, c'était assez drôle. Et il a parlé des prochaines fonctionnalités qui pourraient sortir du coup suite aux questions que se posaient les gens. La première et la plus légitime, c'est le fameux feed following. Voilà, le feed des comptes que vous suivez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Threads, vous avez un seul feed qui est un feed général dans lequel vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez surtout, quand vous ne suivez pas beaucoup de comptes au départ, c'est un peu relou. Vous retrouvez surtout des publications de comptes que vous ne connaissez pas, ou même des gros comptes qui sont un peu poussés sur le devant, sponsorisés. Moi, je sais que je devais avoir quelques petites choses dans le sport. Alors, j'ai pas arrêté de recevoir des comptes sur la NFL, sur la NBA, etc. Ça n'a pas arrêté. Et puis, plus j'ai suivi de monde, plus ça se réduit. Je le ressens un petit peu dans la gestion. Plus je follow de monde, plus cet aspect-là se réduit. Mais pour autant, on a quand même un feed qui est global, qui est un peu à la manière de Facebook ou du pour vous, par exemple, sur Twitter, si vous voyez de quoi je veux parler. Un feed qui inclut plein de choses qu'on ne veut pas savoir, on n'en a rien à faire. Et donc le feed following sur les abonnements que vous avez du coup, les follow que vous avez lâchés sur des comptes, et c'est en projet bien entendu, ça va arriver incessamment sous peu. Je pense que ça fait partie des choses qui vont sortir en premier lieu, ça va vraiment faire partie des premières fonctionnalités à venir. Pourquoi ? Parce que tout le monde le réclame. Tout le monde le réclame en omettant quand même
un détail, c'est que quand on arrive sur un réseau social de la sorte, on va suivre quoi, 10, 15, 20 personnes au tout début. Sur les 2 premiers jours, on va tester l'application. On va avoir du mal à passer cette barrière d'aller au-dessus peut-être des 50 comptes suivis. On a un peu de mal au départ, on se cherche. Je peux vous dire que si aujourd'hui on avait un feed following avec 25 follow lâchés, vous avez rien dans votre feed. Vous avez 10 publis, 20 publis, vous avez rien du tout. Donc vous scrollez une fois, c'est terminé. Donc quelque part, c'est aussi malin de la part de Meta de ne pas avoir inclus le feed following directement parce que ça aurait peut-être desservi l'application, ça aurait desservi les utilisateurs. Et là, on est plutôt dans l'attente de dire ok, les utilisateurs veulent le feed following, ils font grimper leur audience ou leur feed list, appelez ça comme vous voulez. Mais ils lâchent les follow, ils accumulent finalement les comptes qui suivent et donc ça va leur permettre derrière de pouvoir avoir un feed following quand il va sortir qui sera déjà rempli et non pas se taper un feed following qui va être vide où on va voir 10 posts et c'est fini, ok. Et donc c'est malin de la part de Meta de faire ça parce que du coup ça crée une attente quelque part alors que Meta quand ils vont sortir leur feed following en fin de compte ils vont claquer des doigts, c'est quelque chose qui est déjà fait, c'est déjà codé, c'est déjà développé, il y a pas de, c'est quelque chose de relativement simple pour eux en fait à faire. Donc je pense que là la volonté c'est surtout de laisser attendre les gens et voilà, au bout d'une petite semaine on risque d'avoir une petite mise à jour avec un feed following qui va venir arriver. C'est une mise à jour gratuite pour Meta, c'est quelque chose qui va faire énormément plaisir aux utilisateurs, qui soit va convaincre des utilisateurs qui ont déjà quitté l'application de revenir pour essayer ou qui vont convaincre des gens qui n'ont pas encore sauté le pas de venir sur l'application et qui fera aussi énormément plaisir aux gens qui aiment l'application déjà, qui ont envie d'y rester et qui ont envie de voir de la mise à jour. Voilà, donc c'est très malin de la part de Meta, ça va arriver soon. Ensuite, la deuxième fonctionnalité qu'on peut attendre et celle qui paraît indispensable aujourd'hui, tant elle est partout, c'est les hashtags. Aujourd'hui, les hashtags, on les retrouve sur absolument toutes les applications. Et on n'en a pas sur Threads, on n'en a pas. On n'a pas de centre d'intérêt, on n'a pas de hashtag, on ne peut pas ressortir du contenu en rapport de ce qu'on veut voir. C'est vraiment le point noir pour moi, pire que le feed following, pour moi c'est le point noir absolu. On est en incapacité aujourd'hui de savoir véritablement comment on peut suivre du contenu. Au-delà d'aller chercher les gens que l'on connaît ou d'avoir la chance de les voir passer dans notre feed et de dire ah tiens ça m'intéresse, on n'a aucun moyen de rechercher du coup du contenu qui nous intéresse. Le flux de recherche est très limité. On va en reparler juste après, mais le flux de recherche est très limité. Donc voilà, il manque les hashtags. Et c'est un truc sur lequel forcément ils bossent, ça va arriver. Il n'y a pas de débat. C'est déjà quelque chose qu'ils font avec Instagram. C'est pas comme si ça allait être beaucoup plus compliqué de faire ça sur Threads. Donc on va avoir les hashtags qui vont arriver relativement rapidement également. Ne vous en faites pas pour ça. Ensuite, la publicité. Chose importante, la publicité. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a aucun post sponsorisé. Ok ? Il n'y a pas de publicité aujourd'hui. Il va y en avoir. Profitez-en tant qu'il n'y en a pas. Profitez-en parce qu'il va y en avoir. On râlait tous sur les tweets sponsorisés, tous les 3 tweets sur Twitter. Vous inquiétez pas qu'on va y venir. Ils sont pas fous aussi chez Meta. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc les sponsors, la publicité, il n'y en a pas pour le moment. Profitez-en, ça va arriver bien entendu. La réponse d'Adam Mosseri sur ce sujet, c'est ils veulent attendre que l'application soit vraiment ancrée, on va dire, et que les utilisateurs montrent que ça plaît vraiment aux utilisateurs, qu'il y a des utilisateurs et qu'il y a matière à faire quelque chose. Ils n'ont pas envie de rentrer dans un système de publicité avec une application qui va être délaissée au bout de 15 jours. Et ça paraît logique. Ça paraît logique tant gérer des contrats publicitaires, gérer des sponsorings de contenu, etc., ça peut quand même être quelque chose d'assez fastidieux en soi. C'est quelque chose qui va demander de la ressource. Donc, quelque part, tu t'épargnes ça en faisant venir les utilisateurs sur ton application. Les utilisateurs ont une expérience qui est superbe parce qu'il n'y a aucune publicité, donc ça c'est génial. Et donc vont prendre la confiance, vont vouloir revenir sur l'application. Et voilà, si ça marche, bien entendu que Meta rajoutera de la publication, rajoutera de la sponsorisation de contenu dessus. Et donc on va se retrouver avec ça. Donc profitez-en tant qu'il n'y en a pas, ça va arriver, c'est certain. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans le mois à venir, peut-être que ça attendra plusieurs mois. Mais en tout cas ça finira par arriver. La version web aussi. La version web, on peut se demander pourquoi elle n'est pas fonctionnelle. Alors en fait, la version web aujourd'hui, tout ce que vous avez accès, si vous allez sur threads.net, parce que c'est .net je crois,
Si vous allez sur threads.net/dicistray par exemple, et ben vous allez tomber sur ma page, sur mon profil. Ça, vous avez accès, ok? Mais pour autant, vous ne pouvez pas vous connecter, vous ne pouvez pas du coup poster de contenu, vous ne pouvez pas voir votre feed, faire des recherches ou autre. Vous pouvez simplement accéder à des comptes, à des posts, c'est tout, ok? Mais la version web, forcément, est prévue, ça va arriver. On va avoir une version web qui va débarquer d'ici les prochains mois, j'imagine. Je pense qu'ils vont prendre leur temps. La priorité est vraiment donnée à l'application mobile et aux applications mobiles, hein, parce qu'il faut compter qu'il y en a au moins 2 avec Android et iOS. En tout cas, la version web est bien prévue. On finira bien par avoir une application web. Peut-être aussi qu'ils attendent également qu'elle soit disponible pour tout le monde. Peut-être que c'est un peu plus chiant de vouloir limiter une version web aussi à l'Europe parce qu'ils n'ont pas accès, etc. Peut-être qu'il y a des raisons de RGPD là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver, ne vous en faites pas. Les solutions pour la suppression des comptes, ils en cherchent, mais ça bégaye. En gros, comme je vous ai dit en préambule, avec la RGPD, ce qu'il faut, c'est pouvoir supprimer son compte de manière efficace. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La réponse, c'est on cherche des solutions pour supprimer le compte. Moi, je trouve pas ça si difficile que ça. C'est pas si difficile. Mais on cherche des solutions. Donc, ça bégaye énormément sur ce sujet. Je pense pour moi que c'est le point noir principal, et ce n'est que mon avis, attention, je suppute peut-être un petit peu, mais je pense pour moi que le point noir de la non-validation de l'application en Europe, c'est ça, c'est la suppression du compte. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt pour Meta, c'est de faire venir les gens sur leur application et qu'ils ne puissent pas en repartir avant un moment. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tu t'autorises des utilisateurs, tu montres que ta plateforme a un intérêt, etc. Les gens ont toujours un compte dessus. Ils se créent un compte, ils ne peuvent pas l'enlever. S'ils ne peuvent pas l'enlever, ça veut dire qu'ils auront plus de facilité à y revenir. Ok, vous voyez ? Alors que si tu donnes la possibilité de supprimer son compte, bah du coup, en fin de compte, les gens, c'est bien. Ils vont arriver, ils vont supprimer leur compte et au final, ils ne reviendront pas parce qu'ils auront leur compte qui est supprimé. Et ils se diront « Ah, j'avais créé un compte là-dessus. Ah, vas-y, c'est dommage. Ah non, ça me fait chier de recommencer. Tant pis. » Voilà. Donc, quelque part, je pense que la non-validation des lois européennes là-dessus tient sur la suppression du contenu. Peut-être pas que, mais en grande partie sur ça. Parce que vraiment, quand on pose la question, ça bégaye quoi. Ça bégaye. On cherche des solutions pour la suppression. Il n'y a pas à chercher de solution. La suppression de compte, ça existe partout. C'est pas compliqué. Tu mets en place juste un clic qui va supprimer les données de ton utilisateur. Point. Donc voilà. C'est pour moi une volonté de la part de Meta vraiment de ne pas mettre la suppression pour obliger les gens à rester quand même connectés à l'appli, même s'ils n'y reviennent pas tout de suite, à rester, à avoir un compte, à avoir l'application qui traîne, etc. Vraiment, je pense que c'est une totale volonté. Donc ça arrivera, mais ça n'arrivera pas maintenant, c'est certain. Et donc, si ça n'arrive pas maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire finalement avec cette histoire de validation européenne ? Est-ce qu'ils vont finir quand même par lancer l'application malgré qu'il n'y ait pas cette suppression et donc risquer des amendes ? Ou est-ce qu'ils vont attendre finalement d'avoir assez d'utilisateurs et d'avoir une mise à jour, on va dire, conséquente de l'application pour décider de la sortir sur Europe et faire une sorte de gros boom au niveau com, en mode ça y est, l'application est disponible en Europe, en plus on a fait cette mise à jour, blablabla, pour essayer d'attirer vraiment les gens sur le truc. C'est vraiment, voilà, on est sur vraiment quelque chose à mon avis qui est un sujet assez important chez eux et qui, je pense, est bien réfléchi du côté marketing pour essayer d'allier tout ça et donc de respecter les normes européennes là-dessus. On verra en tout cas ce qui va en être. Les DM. Et les DM aujourd'hui, il n'y en a pas sur Threads. Et oui, vous ne pouvez pas envoyer de messages privés. Ça paraît un peu bizarre parce que dans toutes les applications aujourd'hui, vous pouvez envoyer des messages privés. Et bien là, vous ne pouvez pas. Mais, quelque part, c'est pas si illogique. Pourquoi ? Je parle du côté vraiment de Meta. Parce que Meta, en fait, ça fait des années qu'ils bossent sur un système d'unification de leur messagerie. Ok ? C'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram, déjà, pour citer que ces trois-là. Ça fait quelques temps maintenant qu'ils planchent sur un système d'unification pour avoir une seule et même messagerie, en fait. Ok ? Donc, probablement que ce système de messagerie qui n'est pas arrivé avec Threads n'est pas arrivé parce qu'ils ont vraiment l'intention de sortir ce système unifié. Ou peut-être pas. Il y a aussi la possibilité de faire un mix avec Instagram. Je vous rappelle que l'application est connectée à Instagram. Vous devez avoir un compte Instagram pour avoir un compte Threads. Donc,
il est possible, du coup, que les DM finalement finissent par être gérés avec Instagram si l'unification de leur système de messagerie est trop compliquée. C'est-à-dire, en gros, vous allez ouvrir un truc et ça va envoyer un message sur Insta. Là où le bas blesse, parce que je l'ai vu cette solution sur internet, des gens qui disaient vous allez sur le profil, vous cliquez, vous arrivez sur Instagram, etc. Bah oui, mais en fait, si tu follow pas sur Instagram, c'est compliqué en fait. C'est compliqué du coup d'aller envoyer un DM. Donc, est-ce qu'on va faire un mix avec Instagram et laisser du coup les canaux ouverts à partir du moment où vous avez au moins une connexion Threads ou Instagram pour pouvoir envoyer un DM ou pas? Voilà, des questions se posent. En tout cas, c'est en projet également. D'accord, ça travaille sur le sujet, ça viendra, on ne sait pas quand, mais ça viendra. On ne sait pas quand, vous avez vu, pour tous les trucs, on ne sait pas quand. Il y a des choses, on sait que ça va arriver rapidement, mais sinon, en tout cas, ça travaille. C'est déjà rassurant. Il reste 2 petits points, il reste la recherche avancée. Comme je vous ai dit, la recherche aujourd'hui, elle est succincte. Aujourd'hui, vous faites une recherche, vous trouvez des comptes. Point. Vous n'avez pas autre chose. Vous ne pouvez pas chercher des hashtags, puisqu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas chercher des mots-clés, puisqu'il n'y en a pas. Voilà, vous pouvez faire une recherche et hop, vous avez des comptes qui sortent. Bon, ils travaillent sur une recherche avancée du type Twitter, où vous pouvez taper tout un tas de choses dedans et on va vous ressortir absolument le contenu qui correspond. Ça, là-dessus, Twitter est très très bien fait. Ils travaillent sur une recherche avancée, effectivement. Je pense à mon avis que ça ne fait pas partie du tout des priorités, mais ça finira par arriver. Peut-être déjà que l'ajout des hashtags permettra de rechercher des hashtags. Déjà, ça serait déjà une bonne avancée. Ça permettrait déjà de pouvoir réussir à créer un petit peu quelque chose, d'aller rechercher du contenu en rapport avec les hashtags qu'on veut voir, etc. Ce serait déjà pas mal. Et puis le dernier point sur les fonctionnalités, c'est le fameux accès aux faits divers. Alors là, je rentre dans un truc un peu technique qui les gens vont me dire c'est quoi le fait divers? Le fait divers aujourd'hui, c'est, on va dire, je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais en gros, si vous voulez, c'est tout l'organisme qui s'est créé avec les plateformes décentralisées. Ok, qu'est-ce que j'entends par plateforme décentralisée? Des plateformes qui ne sont pas simplement disponibles sur une seule instance, un seul serveur, une seule propriété. Voilà, ok. Le fait divers aujourd'hui, c'est Mastodon, c'est-à-dire des choses qui sont rattachées à différents serveurs, différentes machines à travers le monde et qui permettent à tout ce truc de vivre en fin de compte à travers tout le monde et non pas en profitant simplement d'une seule propriété. La différence, notamment, Mastodon, Twitter. Twitter, c'est sur des serveurs privés appartenant à Twitter. Mastodon, ça fait partie du fait divers. C'est des choses qui sont amenées du coup au travers de toutes les machines à travers le monde pour faire fonctionner ce système. Threads est censé avoir accès au fait divers. Il a été construit pour pouvoir accéder à ça et donc pouvoir échanger avec des choses du type Mastodon. Ok ? Plus clairement, aujourd'hui, vous inscrivez sur Mastodon, il faut que vous trouviez une instance, ok ? Des instances, tout le monde peut en créer, mais vous allez avoir des instances, voilà, il y a des instances qui sont très sales et d'autres qui sont très propres, on va dire ça comme ça. Et les instances, en gros, vous inscrivez sur une instance, ça vous inscrit à Mastodon, d'accord ? Mais vous êtes lié à une instance. Moi, je pense, par exemple, je suis lié à pi.fr, je me suis inscrit sur pi.fr. Il y a d'autres instances de ce genre-là. Et bah, du coup, Threads, finalement, pourrait être une instance Mastodon et donc accéder au fait divers puisque ce serait threads.net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre identifiant, ce n'est pas simplement threads.net, votre pseudo, c'est votre pseudo, c'est le pardon, c'est votre pseudo, threads.net. Comme aujourd'hui, si vous êtes sur Pi, ça va être @pi.fr. Vous voyez ? Donc c'est comme ça un peu que c'est construit. J'essaie de grossifier un peu le truc. Et donc, Threads a été conçu pour pouvoir respecter ces normes-là, ces protocoles-là, et donc pouvoir donner la possibilité d'interagir avec du coup des applications du fait divers type Mastodon. Ok ? Voilà, c'est la grosse partie du fait divers. Et bah ça, c'est pas disponible actuellement. Si on regarde d'un peu plus près l'application, on voit bien qu'on a le petit threads.net qui est marqué. On voit qu'ils ont essayé de toucher quelque chose. Mais on n'y est pas. Voilà, on n'y est pas encore. Ils ont pas du tout développé les choses. Donc, bon, ça va arriver, hein.
Ça va arriver, c'est comme tout, ça va arriver. C'est toute la liste, elle va arriver, vous inquiétez pas. Juste le fait divers, on sait pas en quelle année. On pourrait penser que c'est un peu un attrape-nigo. On pourrait le penser. En mode, ok, ils ont essayé de dire que ça allait être lié, mais en fait, ça le sera jamais. De son côté, en plus, Mastodon, il y a des instances Mastodon qui commencent à dire non, nous on bloque Threads parce qu'on n'est pas du tout en accord avec ce que fait Meta, etc. Donc d'un côté, il y a un pas qui est fait, presque pas, on va dire, qui est fait. Mais de l'autre côté, on est très conservateur aussi. C'est un peu dommage. C'est pas du tout l'optique de ce qui est censé être Mastodon, de ce qui est censé être le Fediverse. Mais on peut comprendre que ça fasse peur de voir une boîte comme Meta arriver et vouloir s'inclure dans le Fediverse. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un sujet très délicat. Web 5.0.4.0, c'est le Web 8.0, on verra. C'est, à mon avis, je pense que le Fediverse, je pense que l'accès au Fediverse, depuis Threads, j'y crois moyen. Je pense que c'est un leurre pour l'instant, si vous voulez mon avis. Et mon avis, parlons-en de mon avis. Mon avis sur l'application, c'est que aujourd'hui, après quelques heures de tests, je trouve l'interface super clean. C'est super bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le feed est pourri, ça je vous l'ai dit. L'expérience utilisateur est pas dingue du coup en ce sens. Mais c'est pas mal, ça a du potentiel. Et si on arrive à respecter un peu plus la RGPD et à amener des fonctionnalités demandées type les feed following, les hashtags et compagnie, on risque d'avoir une application qui peut-être être Twitter killer, on verra. On n'y est pas encore. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, c'est quelque chose qui peut me faire quitter Twitter parce que j'en peux plus de Twitter, j'en peux plus d'Elon Musk, c'est plus possible. Je l'ai mis dans le petit sous-titre là, merci Melon, c'est grâce à toi, voilà, parce que pour rappel, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui chez Threads qui ont été virés de Twitter il y a plusieurs mois de ça. Vous vous rappelez quand il a viré tout un lot de personnes et qu'il leur a dit merci à tous ces génies, je pense que leurs talents seront mieux utiles ailleurs, etc. Ah bah ouais mon gars, tu prends un karma là, parce que là oui, leurs talents apparemment ils sont mieux chez Threads. Dommage. Bon, il a manqué une occasion de fermer sa bouche, lui. Voilà. Donc voilà pour Threads. En tout cas, c'était le gros dos que je voulais traiter aujourd'hui. Comme je vous dis, moi, mon ressenti sur l'appli, c'est du bon. Mais il va falloir amener des choses. Et il va falloir amener des choses rapidement. C'est-à-dire que le feed following, il ne faut pas que ça arrive dans 6 mois. Là, il faut que ça arrive dans les 15 jours. Si ça n'arrive pas dans les 15 jours... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'application. Il y a déjà des gens qui s'impatientent au bout de 2 heures en disant « Mais je peux pas voir mon feed following, c'est n'importe quoi. » Donc du coup... Voilà, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se bouge le train pour ramener des nouveautés. Mais c'est prometteur et on va suivre ça avec attention. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de tester. Je vous rappelle que l'application ne respecte pas les règles de la RGPD. Si jamais vous voulez tenter de la télécharger, l'astuce pour y accéder en France, c'est sur Android, télécharger une APK. D'ailleurs, Frandroid a un super tuto là-dessus avec des liens safe. Et sur iPhone, sur iOS, c'est un peu plus compliqué. Il faut se créer un compte américain, se connecter au store avec le compte américain, télécharger l'application, se déconnecter et se reconnecter sur son compte principal. Et voilà, c'est réglé. C'est un peu plus chiant. Pareil, vous trouverez des tutos sur Frandroid. Il n'y a pas de débat sur ce qu'ils ont mis en place. C'est très bien expliqué. Voilà pour Threads, les amis. Si jamais, threads.net/@thisistray. Voilà, vous savez où me trouver. On continue les amis et je vais vous parler des parts de marché SVOD aux US. Parce que forcément, il est difficile de parler de la France, mais en tout cas, aux États-Unis, le marché principal de la SVOD, parce que voilà, c'est là-bas que tous les contenus sont créés, on va pas se mentir. Donc forcément, leur marché, il est colossal. Et donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se fait sur les parts de marché aux US pour se rendre compte un petit peu de l'impact de certaines plateformes par rapport à d'autres. Et donc, les parts de marché SVOD aux US, du coup, Disney+ perd sa place sur le podium. Oui, avec un nouveau, pas si nouveau. Voilà. C'est Just Watch, le site Just Watch que je vous recommande si vous avez besoin de savoir où se trouve telle série, tel film ou quoi, n'hésitez pas à aller voir Just Watch, c'est un super site là-dessus. Et donc Just Watch, ils vont de leur petite analyse à chaque fois des parts de marché aux US et donc du coup ils l'ont fait de nouveau. Et
la surprise, le tremblement de terre, j'ai envie de dire. Disney Plus perd sa place sur le podium. Disney Plus, vous savez que depuis la disponibilité de Disney Plus, il y a énormément d'utilisateurs qui sont arrivés sur Disney Plus. Ça a quand même pas mal fonctionné. Ils ont vite gravi à la 3e place du podium, derrière Prime Video et Netflix, bien entendu. Et là, ils ont perdu leur place de 3e. La place du podium est perdue au profit d'une nouvelle application, si je puis dire, une nouvelle plateforme, qui n'est pas si nouvelle que ça, parce qu'on parle de Max, feu HBO Max. Donc HBO Max qui a été rename, du coup, rebrand carrément, qui a été rebrand Max tout court. Et sur lesquels il y avait beaucoup de projets, ça a beaucoup... Max, ça a beaucoup discuté. Hein. Max, pendant un moment, on en parlait. Donc, en gros, ça a été HBO Max jusqu'à ce que Warner Bros. Discovery rachète Warner Bros. Pour former Warner Bros. Discovery. De là, l'idée, c'était de dire on va faire une plateforme qui sera un peu différente, etc. Ils ont voulu inclure Discovery, ne pas inclure Discovery. Bref, ça a été dans tous les sens. Aujourd'hui, voilà, on a Max qui est disponible. Ce n'est plus HBO Max, c'est Max. Et elle prend la 3e place de Disney Plus sur les parts de marché de la SVOD aux US. C'est un petit tremblement de terre quand même, parce qu'on n'aurait pas pensé que Max puisse être aussi bien placé. Est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté ? Est-ce que ce rebranding et peut-être cette nouvelle communication a intéressé davantage les gens ? Peut-être des programmes même qui sont sortis, qui ont donné l'opportunité aux gens de s'abonner à Max. En tout cas, pas trop d'évolution hormis ça. Notamment, on peut avoir l'estimation pour le second trimestre 2023 au vu de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement. L'estimation du second trimestre, parce que là je vous ai dit du coup, le premier c'était Prime, deuxième Netflix, troisième c'était Max, quatrième Disney+, et derrière on a Hulu, Paramount, etc. Et bah ça sera la même chose pour le second trimestre. L'estimation donne Prime Video à 21% de part de marché, Netflix à 20%, Max à 15%, Disney Plus à 13%, Hulu à 11% de part du marché. Hulu, ça fonctionne très bien aux États-Unis, faut le savoir. En France, c'est presque inclus dans Disney Plus, puisque c'est un peu la catégorie Star. Il y a pas mal de produits Hulu qui sont basculés sur Star, parce que Hulu n'a pas d'offre dans certains pays, et dont la France. Mais Hulu aux États-Unis, ça marche pas mal, puisqu'ils sont devant Paramount Plus à 7%. Paramount Plus, pourtant, qui marche pas mal. En tout cas, en France, j'ai l'impression que Paramount Plus, la France est très, très friand des contenus Paramount Plus. Apple TV Plus à 6%. Alors ça me trouve le cul. Non, vraiment, je vous jure, c'est incroyable comment ça me surprend, parce que je trouve les contenus Apple TV+, juste excellents. Genre, tout n'est pas bien, tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, globalement, les contenus Apple TV+, c'est quali, quoi. C'est vraiment qualitatif. Donc, je sais pas si c'est le fait que la disponibilité des applis, c'est sûr que ça joue en leur défaveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir Apple TV+, sur le web, sauf que vous avez une qualité 480p dégueulasse. Non, c'est horrible. Il faut regarder ça sur du matériel Apple, effectivement, pour vraiment profiter de l'expérience Apple TV+. Je peux vous en parler vraiment entre le MacBook, l'iPhone et l'Apple TV. Je peux vous dire que j'ai testé les trois pour Apple TV+, c'est royal. C'est vraiment royal. C'est-à-dire que quand je lance un programme Apple TV+, sur mon Apple TV dans le salon, je peux vous jurer que la qualité, ça surpasse Netflix ou Prime Video en guise de qualité. Je vous le dis, vraiment. Pour le coup, c'est vraiment top. Mais malheureusement, je pense qu'il paye un peu le fait que ça ne soit pas absolument disponible partout et qu'il faille avoir du coup du Apple. Donc, au final, Apple TV n'est qu'à 6%. Et tous les autres derrière, alors il y en a plein d'autres, j'essaierai pas de vous les citer, mais tous les autres sont à 7% de part de marché. Je crois qu'il y a du Universal Plus dans les autres. C'est vraiment des petites parts de marché qui se regroupent pour former 7% du reste. Mais voilà, en tout cas, l'estimation pour le second trimestre 2023, Prime Video 21, Netflix 20, Max 15, Disney Plus 13%, Hulu 11, Paramount Plus 7%, Apple TV Plus 6% et les autres 7%. Voilà un peu comment ça se divise, c'est un peu surprenant. Je vous avoue que sur les résultats, c'est toujours aussi surprenant. D'estimation en estimation, c'est surprenant, vraiment.
La suite, c'est la San Diego Comic-Con 2023. Elle n'a pas commencé encore, mais elle est peut-être déjà finie. Et oui. Pourquoi ? Parce que Marvel Studios a déjà annoncé il y a plusieurs semaines de ça qu'il ne serait pas à la San Diego Comic-Con 2023. Donc ne vous attendez pas à avoir des trailers, à avoir des informations, des choses importantes, on va dire, sur les contenus de Marvel Studios, que ce soit les séries, les films. Il n'y en aura pas. Ils ne seront pas à la San Diego Comic-Con cette année. Ok, ça s'était annoncé il y a plusieurs semaines. De plus, James Gunn n'y sera pas. Et donc potentiellement DC. Ok, DC. Le DC Universe ne sera pas à la San Diego Comic-Con. Et là, en fait, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer au final. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant ? On se demande. Il y a l'air de pas avoir du tout... Et ça va être une petite édition. Vraiment une petite édition, ça sera bien pour les fans de comics, mais hormis ça, a priori, ça va pas être fou. On peut penser que c'est dû à la grève des scénaristes, notamment. On sait qu'il y a pas mal de personnalités, d'artistes dans le monde du cinéma qui soutiennent la grève des scénaristes. James Gunn en fait partie. Je pense que c'est pour ça qu'il ne va pas se rendre à la SDCC, parce que tant qu'il y a la grève, peut-être qu'il estime qu'il y a plus important à traiter du coup que d'aller faire la promo des films dont les scénaristes s'offusquent d'être pas vus à leur niveau quelque part, et d'être rémunérés. Du coup, tout ça à leur niveau, c'est compliqué, hein, mais grosso modo... je pense que c'est plutôt salutaire de sa part de se dire on n'y va pas. Je pense que Marvel Studios a pris les devants comme ça, avec Kevin Feige exactement. C'est la même chose, mais en tout cas, il y aura un Hall H, qui est le hall principal où il se passe toutes les choses, toutes les animations, etc. On aura un Hall H relativement pauvre en annonce cette année. Ça va pas être fou. Pour rappel, quand même, la San Diego Comic Con aura lieu du 21 au 23 juillet prochain. Donc là, c'est quoi ? C'est dans 15 jours. Ok ? C'est dans 2 semaines. Et donc, pour les fans de comics, ça risque d'être génial. Pour le reste, si vous aimez le cinéma et la série, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose comme info. Moi qui comptais suivre ça de près, je vous avoue que je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie. On va finir par des petites brèves, du coup. Les petites brèves, c'est des petits... on finit... Non, on finit pas. J'ai encore un petit truc derrière. Mais bon, on se fait des petites brèves. J'ai envie de faire des petites brèves. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des petites choses à dire qui ne méritent pas forcément un gros dossier, mais c'est important de le savoir. Notamment, c'est important de savoir que le film The Flash est un pur flop. Le film The Flash de DC que tout le monde attendait et dont Warner Bros Discovery attendait énormément pour pouvoir essayer de redorer un petit peu, d'intéresser un peu les gens. On peut dire que c'est un flop. Pourquoi ? Parce que les résultats au box-office sont immondes, déjà. Et aussi le fait que le film sortira en VOD le 18 juillet, dans 10 jours. Alors qu'il est là dans 10 jours. Ok ? Un mois après sa disponibilité dans les salles. C'est vous dire si ça, c'est pas un flop. Ils ont fait exactement la même chose pour Black Adam et pour Shazam 2. C'est un flop. Voilà, c'est officiellement un flop. Quand tu viens sortir ton film en VOD un mois après, c'est que c'est un flop. Donc c'est toujours pas le film qui relancera l'univers d'ici au cinéma, malheureusement. Advienne que pourra. On verra ce qu'il en est. En outre, du côté de chez Marvel, on se porte pas mal. Mais qui plus est, du côté de chez Marvel et Sony. Pourquoi ? Parce que Spider-Man Across the Spider-Verse vient de dépasser les 600 millions de dollars au box-office. Voilà, 600 millions de dollars. Ouais, on parle d'un film qui est tout en bas, et là on parle d'un film qui est tout en haut. Voilà, c'est... Que vous dire ? Across the Spider-Verse, du coup, qui éclate la barre des 600 millions de dollars au box-office. Je crois qu'il est sorti après, en plus. Je crois qu'il est sorti après. Bref, c'est... Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. On sait qui domine l'un l'autre. Donc je disais Marvel. On parle pas du Marvel Cinematic Universe. Attention, c'est pas Marvel Studios. C'est Sony en collaboration, Sony Animation en collaboration avec Marvel du coup. Mais c'est une figure Marvel puisque c'est Spider-Man du coup. Et Across the Spider-Verse, voilà. Le premier était excellent. J'ai pas encore pu voir les films personnellement, que ce soit The Flash ou celui-ci.
Mais en tout cas, les résultats sont incroyables pour Across the Spider-Verse, et ce qui est clairement mérité déjà tant le premier film était exceptionnel. Voilà. Si vous cherchez un film d'animation à regarder, que vous avez envie de découvrir un truc cool avec vraiment une animation d'un nouveau genre, avec vraiment une patte graphique, quelque chose, regardez Into the Spider-Verse, et puis ensuite allez voir Across the Spider-Verse au cinéma, parce que c'est exceptionnel. Du côté du MCU, on a quand même une petite nouvelle, puisqu'on a Captain America Brave New World, Captain America 4, qui a officiellement terminé son tournage. Le film sortira le 24 juillet 2024, donc dans un an. Voilà. Il a officiellement fini son tournage. Et que dire de plus, à part que personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Genre, j'attends presque plus rien du MCU. Et on verra ce qu'il en est, mais bon. Mais ce film-là... personnellement, ne m'intéresse pas. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais c'est pas un film que j'attends. Deux petites brèves pour terminer. Une DualSense, la manette de la PS5, une DualSense LeBron James qui va sortir le 27 juillet. Qui va sortir, je vous la montre pour ceux qui ont les images. Voilà, regardez-moi ça. Elle est vraiment belle. Pour le coup, elle est vraiment, vraiment belle. Elle est toute noire du coup, avec un style graffiti multicolore sur tout le devant de la manette. Une petite couronne avec les signes PlayStation dans le dos également. Elle a un côté très stylisé, street quoi, street art. Et vraiment, elle est vraiment belle. Franchement, si j'avais une manette à acheter, je vous avoue que je prendrais celle-là. Clairement. Pour terminer ces petites brèves, on a appris que le showcase de Destiny 2, donc Destiny 2 Showcase, Destiny 2 Showcase en anglais, voilà, vous avez vu la différence, sera disponible du coup le 22 août, c'est le 22 août que sera dispo le showcase Destiny 2, qui nous donnera plus d'informations sur la prochaine extension de Destiny 2. Et on espère davantage de choses encore, on espère apprendre des choses. Voilà, ça a été annoncé par Bungie hier, puisque c'était le Bungie Day. Et sachez, en ce jour béni du Bungie Day chez Bungie, qu'ils n'ont pas donné la moindre information sur leur prochain jeu Marathon, que j'attends avec le plus grande impatience. Malheureusement, je suis triste, c'est la vie. Voilà pour les brèves, les amis. Je finirai du coup avec les sorties comics. Je vous recommande quelques sorties comics cette semaine. Qu'est-ce qui est sorti ? Du côté de chez Urban Comics et DC notamment, on a eu 4 petites choses intéressantes. On a le Batman Nocturne tome 1, c'est les fameuses aventures de Batman sous l'empreinte Detective Comics. Et c'est le tome 1, pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce numéro que Remvi reprend du coup l'écriture des Detective Comics. Et je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais il se pourrait que vous tombiez sur quelque chose qui soit excellent. En tout cas, les retours sont excellents. Après, Ramvi est un scénariste aujourd'hui réputé. Je veux dire, dès qu'il touche quelque chose, on a envie de le lire. Et notamment, en ce mois de juillet, Urban, en 2023, a décidé de mettre à l'honneur des artistes chaque mois. Et là, le mois de juillet, du coup, c'est un full Ramvi, ou presque, puisqu'on a aussi Justice League Dark de Ramvi, Justice League Dark Infinite, du coup la nouvelle série du coup écrite par Ramvi, dessinée par Xermanico, du coup, qui est sortie également. On a aussi Aquaman Andromeda, qui est un DC Black Label, donc quelque chose qui est pas dans la chronologie d'origine du coup, qui était également écrite par Ramvi et dessinée par Christian Ward, du coup, qui est sortie. Et on a un petit Lois Lane, ennemi du peuple, écrit par Greg Rucka et dessiné par Mike Perkins, qui est sorti aussi. Ça, apparemment, c'est une petite pépite également. Voilà, une aventure de Lois Lane. Ça peut être intéressant de temps en temps d'avoir des protagonistes comme ça qu'on voit sous un autre angle. Je sais que ça s'est fait aussi pas mal sur Catwoman, notamment du côté de l'univers Batman. C'est bien aussi d'avoir un petit peu l'envers du décor d'autres personnages et de les voir vraiment avec un premier rôle. Du côté de chez Panini, chez Marvel, on a notamment Destiny of X 14 et 15 qui sortent cette semaine. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent, honnêtement. Ce qui est plus indé, on va avoir chez Panini, on a The Magic Order, le tome 3 de Mark Millar, bien entendu, sa série The Magic Order, dessiné par Gigi Kavenagos cette fois-ci.
Et voilà, c'est à peu près tout. Pas beaucoup de comics cette semaine. Urban qui nous fait une bonne semaine avec notamment Ramvi forcément. Pour le reste, voilà, ça reste succinct. Je ne vous donne pas tout évidemment forcément parce que sinon on y passerait une plombe. Mais en tout cas voilà pour les principales sorties comics de la semaine les amis. Et on en a terminé. Je vous souhaite donc un agréable moment pour ce qui vient, soirée, journée, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce contenu. En tout cas, on se retrouve au prochain numéro la semaine prochaine, les amis. À bientôt.